À 44 minutes 32. Ah oui, j'ai oublié de vider la corbeille, c'est pour ça, sinon j'en aurais eu plus. C'est pas grave. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que les frères et sœurs, les amis. Voilà. Alors, Agartha et Shambhala, la légende des mondes intérieurs. Royaume des sagesses et de pure félicité, les mondes d'Agartha et de Shambhala reviennent aujourd'hui sur le devant de la scène dans un même mythe moderne. Car si leur origine légendaire procède d'inspiration et de sources fort différentes, elles véhiculent un même message et des allégories similaires. Plongeons ensemble sous l'écorce terrestre pour découvrir enfin ces mystérieuses terres souterraines dont l'accès est interdit aux profanes. Agartha, un mythe récent aux racines françaises. Ah! Agartha, Agartha, Agarthi, Agardi ou Asgartha. En autant de termes pour désigner ce lieu souterrain et secret, royaume ancestral relié à tous les continents de la Terre par l'intermédiaire d'un vaste réseau de galeries et de tunnels. La référence à l'Agartha apparaît pour la première fois dans la seconde partie du 19e siècle. C'est en 1873 que l'écrivain français Louis Jacoyot 1837-1890 en fait mention dans son ouvrage Le Fils de Dieu, l'Asgartha, A majuscule S G A R T H A. Y est décrit comme l'ancienne cité solaire du grand prêtre des Brahmanes, caste indienne composée d'hommes éclairés et disposant d'importantes connaissances sur le monde. Quelques années plus tard, en 1886, c'est l'auteur également français Joseph-Alexandre de Saint-Yves d'Alverdre. Alors D après plus loin A majuscule L V E Y D R E 1842-1909 qui évoque l'existence d'un royaume souterrain appelé Agartha dans Mission de l'Inde en Europe. Originellement créé sous la cité antique d'Ayodhya. D, virgule, apostrophe, là, voilà, et la petite virgule qui va entre le D et le A un peu plus loin, majuscule Y-O-D-H-Y-A, en Inde. Il aurait été par la suite déplacé en 1800 avant Jésus-Christ au cœur des montagnes de l'Himalaya, dans l'ouvrage Saint-Yves d'Alverdre. Il est précisé que le roi de l'Agartha dispose d'un terrible arsenal d'armes de destruction capable d'anéantir le mal et de rétablir la paix dans le monde. Mais c'est avec le best-seller de l'écrivain et aventurier russe Ferdinand Dostoïevski 1876-1945 que la légende d'un monde intérieur habité se développe sur toute la planète dans Bête, Homme et Dieu, à travers la Mongolie interdite en 1921, publié en 1922, Ossandowski propose un récit d'aventure présenté comme autobiographique. Il raconte sa fuite de Russie où il vient d'être condamné à mort dans l'espoir de gagner les Indes anglaises. Accompagné de quelques compagnons dans son escapade, il traverse la Mongolie, le désert de Gobi, le plateau tibétain, puis l'Himalaya. C'est au cours de ce voyage qu'il va découvrir la réalité de l'Agarthi, terre souterraine gardée en secret par les Mongols depuis des millénaires. C'est le prince de Shultun Beyli, B-E-Y-L-I, qui aurait confié en 1920 à Ossendowski l'existence du royaume confidentiel. Ce royaume est Agarthi. Il s'étend à tous les passages souterrains du monde entier. C'est un grand royaume comptant des millions de sujets sur lesquels règne le roi du monde. Il connaît toutes les forces de la nature, lit dans toutes les âmes humaines et dans le grand livre de la destinée. Ce passionnant récit d'aventure va séduire les foules Mon rabbi, je viens de trouver encore un Bouddha.
Me dis pas le contraire. J'ai trouvé encore un Bouddha. Donc, je devais en trouver 5. J'en avais trouvé que 3. J'en suis au 4e. Pour moi, c'est aussi un Bouddha. Ça vient dans l'esprit, là, tout de suite. Ce passionnant récit d'aventure va séduire les foules et propager le mythe de l'Agartha, traduit dans 20 langues. Il serait publié 77 fois. Les élus du monde intérieur. 77 fois. Oh, d'où Jésus. Et Seigneur, ce matin, j'arrête pas. J'ai eu le 777 il n'y a pas longtemps. J'ai eu 17. J'ai eu le 7. Oui, j'arrête pas d'avoir les chiffres, mon rabbi. On veut me faire, on veut m'envoyer un message. Pardonnez-moi, le nez me gratte. Bah, ils font beaucoup de poussière dehors. J'étais obligé de fermer parce que je me retrouve avec de la poussière partout, avec les camions qui déversent de la terre ou je sais pas quoi, qu'est-ce qu'ils mettent. Et puis il y a les trucs des plantes qui me donnent de l'allergie aussi, le pollen. Bon, j'arrête ici, je reprends. Les élus du monde intérieur. Au cours du XXe siècle, plusieurs auteurs ésotériques s'emparent du mythe de l'Agartha et développent l'idée que l'on peut accéder à ce monde invisible sous certaines conditions spirituelles. On ne s'incorpore pas à l'Agartha, on n'y adhère pas. Et surtout, on n'y est pas nommé ou élu. Agarthien est seul celui qui conquiert son titre de plein droit spirituel. On le devient par la voie de la réintégration divine, dans l'initiation ésotérique et par le processus d'effectuation et d'application, car seule la science spirituelle est capable de transformer et réhabiliter l'être humain au sens le plus intégral et transcendantal. La condition d'agarthien est bien le caractéristique la plus profonde du yogin, des yogis. Ah, Y-O-G-U-I-N, yogin, ou yog, ouais, c'est ça qu'on dit. De l'Himalaya, du Tien, c'est un N, ouais, T-I-E-N, du Tien Ti Wan, ou de l'homme céleste, des Hébreux primitifs. Hein, Jésus. Dominique comprend très bien. C'est lire entre les lignes et puis les informations qui me viennent là. Ouais. Les véritables acartiens se reconnaissent entre eux et sont toujours disposés à collaborer à l'œuvre de la réhabilitation de l'humanité afin de faciliter dans le monde entier le même épanouissement de conscience et réaliser la communion spirituelle qu'ils ont atteint eux-mêmes. Je dis Amen, Jésus. Certaines techniques de méditation comme le voyage astral, j'en fais comme je dors, mais aussi le channeling, procédé de communication médiumnique entre un humain et un entier appartenant à une autre dimension. Bah moi j'ai vu les morts, donc ils sont partis de l'autre côté, donc c'est un channeling ça. Permettrait d'accéder à ce monde de connaissances. Bah j'y suis allé dans la grande bibliothèque de l'Akashique. Je me suis retrouvé là-bas. Et d'harmoniser, dont le rayonnement englobe toute la planète. La plupart des informations... Ah oui, on va encore me traiter de... Comment on dit? Parano. Ah ouais. Nous, on est né avec des dons. Dieu nous en donne d'autres. Et on nous dit qu'on est des paranos, des sorcières, des démons. Parce que eux, les PN de mes deux... Vous n'avez pas de pouvoir, vous n'avez pas de don, vous n'avez rien du tout et ça vous fait chier. La jalousie. Ouais. Vous resterez tel que vous êtes et vous êtes que des fantômes et vous êtes rien du tout. Rien. Vous n'êtes rien que des ombres du passé. Vous êtes déjà des morts vivants. Vous êtes des zombies. Tout ce que vous savez faire, c'est faire marcher votre langue de vipère et puis vos petits doigts sur le clavier. Aller regarder des films de cul là et puis à nous en envoyer aussi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est tout ce que vous savez faire. 91 messages que j'ai vus encore. Ah bah dis donc, tu dois avoir des ampoules au bout des doigts. Hein? Ouais, enfin, c'est pas grave, C'est ton problème, c'est pas le mien. Le rayonnement englobe toute la planète. La plupart des informateurs collectés au sujet de l'Agartha proviennent ainsi de Chanel. Personne n'utilise comme canal de transmission qui affirme être en contact avec des êtres disposant de puissantes capacités télépathiques. Merci Seigneur. Encore un don que j'ai.
Ah non, mais je suis Mais non. Ah, bah voyons. Agartha, Atlantide et New Age. New Age, c'est pas bon. New Age, faut laisser de côté. Ça, c'est pas une branche qui est bonne. Non, si je vous le dis, c'est parce que c'est vrai. L'Agartha connaît un regain d'intérêt de ces dernières décennies avec le succès de la culture New Age. New Age, courant spirituel qui prône l'éveil spirituel de l'individu dans une société profondément matérialiste. Non, c'est de la marde. Le courant occidental, peace and love, et que je te pompe des béjoints, 40 béjoints, et puis complètement défoncé. Non merci, c'est pas ça l'éveil, hein. Que t'en fumes un petit pour te détendre, bon, c'est des plantes, ça soigne. Je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire, c'est une plante qui soigne. Mais faut pas en abuser parce que ça rend complètement... Faut pas en abuser, c'est comme tout, hein. Bah oui, c'est comme tout. Comme l'alcool, si t'en abuses, bah... tu deviens complètement dingue. Ouais. C'est pour ça que les PN, merci, hein. Est, entre autres, composé de Chanel qui attribue à l'Agartha une lignée atlantéenne. À la destruction de l'Atlantide, les habitants les plus avancés spirituellement se seraient réfugiés dans la terre intérieure sous la forme de corps éthérés. Notons que des auteurs comme Robert Charroux, en 1909, 1909, il est né, 1978, et René, machin truc, Guénon, 1886-1951, furent les premiers à avancer l'idée que les Acatiens, les Agarthiens, étaient issus de la caste des prêtres et des initiés de l'Atlantide. Jean Spinetta, dans son ouvrage La pratique de l'illumination et la science de l'immortalité par les méditations Merkaba, j'en ai parlé de la Merkaba, revient sur la fin de la nation Atlante et le mode fonctionnel de l'Agartha. J'en avais une Merkaba, tout en cristal de roche. Oui. Du continent Atlante est proche, les maîtres les plus avancés de l'humanité décident de se réfugier à l'intérieur de la Terre. Leur corps de lumière a un rayonnement suffisamment puissant pour leur permettre cette mutation capitale. Ils évoluent dans la 6e dimension en tant que seigneur Melchisedec. Melchisedec. Tiens, c'est comme le roi dans la Bible. Il n'y a pas de hasard, seigneur, hein? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Passer de la surface à l'intérieur d'une planète signifie avoir renoncé définitivement à la superficialité pour accéder au cœur de son être profond. Ah mon Dieu. En Agartha, tous les habitants sont dans les services pour les autres. Le soleil y est vénéré comme la source de vérité à laquelle les habitants s'abreuvent. Bah oui, là-haut, là-bas, il y a un soleil intérieur, il y a un ciel, il y a des montagnes, il y a tout. Pourquoi qu'on dit il y a 7 ciels ou 10 ciels? C'est pas pour rien. Il y en a à l'intérieur et il y en a à l'extérieur et plus haut là. Vas-y. C'est une grande vérité et tout ce qu'ils disent ici c'est vrai. Les structures sociales respectent les grands principaux universels si bien que l'harmonie parfaite règne en Agartha. Dans cet enchevêtrement de différents mythes, l'Agartha demeure la cité-mère, pays de la sagesse ultime où les entités se sont débarrassées de la superficialité pour vivre dans une sérénité absolue. Preuve de son rang supérieur, le royaume conserverait en son sein les archives du savoir perdu. Et ben voilà, je me suis promené là-bas. Oui, je me suis baladé là-bas, dis donc. Par ailleurs, l'auteur précise qu'au moindre signe de désharmonie, les entités ayant exprimé des émotions négatives sont expulsées du royaume parfait. Leur punition devoir revenir se vivre sur terre. Bah la bibliothèque elle est bien là-bas, non? Seigneur. Ouais, je me pose... hein, les murs sont vivants, Seigneur, j'ai vu ça. Ils respirent. Il y a une lumière, ça brille comme de... Ça fait comme de l'ambre. Et puis il y a comme des marbrures, c'est marbré aussi. Et puis ça, on a l'impression que les murs sont vivants, ça respire. Moi j'ai vu ça, j'y étais. J'étais assis sur un banc et j'attendais, voilà. Et puis voilà. Au XIIIe siècle, une rébellion a lieu en Agartha. Les dissidents vont immédiatement expulsés à la surface de la Terre. Immédiatement expulsés à la surface de la Terre. Initiateurs primordiaux, le maître du monde.
J'ai le droit de rire parce que je sais qui est le maître de... Plusieurs versions de la légende moderne relatent en outre que les entités de l'Agartha continuent de veiller sur le destin de l'humanité. Âme pure, œuvrant à un niveau de la matière différent d'une autre, leur influence psychique rayonnerait jusque dans les moindres recoins du globe. Le mythe assimile finalement les habitants de l'Agartha à des anges gardiens souterrains ayant les mêmes objectifs que les anges du ciel, guider avec bienveillance l'homme dans le chaos du monde en lui insufflant le courage de mener à bien sa quête intérieure. L'idée est reprise dans l'ouvrage de W.R. Chété, Oui, l'Agartha, mythe ou réalité, qui évoque la présence en Agartha d'initiateurs primordiaux. L'homme n'est pas livré au hasard. Des êtres ont mission de l'aider, de le guider, de l'inspirer sans intervenir dans son libre arbitre, de lui faciliter la prise de conscience de sa stature réelle, comme de la raison de son passage sur terre. Le roi de l'Agartha est dépeint comme le maître du monde. Il dispose de la parfaite connaissance et de la sagesse ultime. La légende indique qu'il réapparaîtra sur terre à la veille d'un grand cataclysme pour l'humanité, sorte de messie souterrain venu sauver notre planète de la fin des temps. J'ai ma petite idée, moi. Nous savons que la notion de la présence transcendantale est immanente des initiateurs primordiaux, nos amis d'ailleurs, ces entités de lumière indispensables à l'évolution de tous les êtres de l'univers voulu et nécessaire selon la ligne immuable de la volonté suprême originelle exprimée, ne sera entendue qu'au seuil d'un désastre toujours évitable. L'Agartha occupe donc une place à part dans la mythologie des mondes secrets. Cette terre légendaire, invariablement décrite comme un royaume idéal parfait où règne l'équilibre et la sérénité, disposerait d'une influence concrète sur la marche de l'humanité. Héritier des connaissances ancestrales et primitives, le royaume de l'Agartha serait en effet le seul à pouvoir sauver la terre de la destruction et du chaos. Shambhala, le pays mythique des bouddhistes. Lieu du bonheur paisible en sanskrit, le pays légendaire de Shambhala est quant à lui bien plus ancien que celui de l'Agartha, puisque les premiers documents qui y font référence remontent au IXe siècle de notre ère. Dans la mythologie bouddhique, Shambhala est un lieu éthérique. Son emplacement ne peut être localisé sur aucune carte et seuls les hommes disposant d'un karma parfaitement pur sont à même d'y accéder. On peut trouver une description de Shambhala dans le Tantra de Kalachakra, source principale d'enseignement tantrique du bouddhiste tibétain datant du IXe siècle, cerné de lacs et de montagnes. Mandomi, ça va t'intéresser ça, ma grande. Le royaume de Shambhala est dépeint comme étant de forme circulaire avec en son centre la capitale de Kalapa. K-A-L-A-P-A. Tous ses habitants sont initiés à l'enseignement de Kalachakra. Et leur roi représentation physique d'une divinité. Et leur disposition est le gardien d'une tradition millénaire. Jean-Louis Guébourg présente la vision occidentale de la légende dans les représentations de la déviance. Ouais, c'est ça. Un immense effort de purification permet d'atteindre le royaume de Shambhala, royaume de pure félicité où vivent les Devas, ceux qui ont atteint un stade supérieur et dont les meilleurs seront dispensés de renaissance terrestre. Le Shambhala temporel et spatial serait un fabuleux pays situé entre 45 et 50 degrés de latitude nord de la capitale de Kalapa, K-A-L-A-P-A, sur une cité splendide. Le monarque de Shambhala répandrait le savoir ésotérique parmi les êtres éveillés qui participent au maintien de l'équilibre cosmique par leur sagesse. Selon le lama de Tshelupa, si l'on avait l'initiation de Kalachakra, on peut déjà accéder à ce royaume dans cette vie terrestre. Le grand lama Kalu Rinpoché, décédé en 1989, expliquait que le royaume entouré de montagnes enneigées comprendrait, outre sa capitale, 9600 000 villes secondaires. La vache!
Je suis gelé, hein, merci, hein, voisin. Puis je commence à avoir mal à la gorge et à attraper froid avec ce con. Espèce d'abruti. De toute façon, c'est ce qu'il veut, hein. Une quête initiatique et spirituelle. Texte prophétique. Le Tantra évoque la vie des rois de Shambhala avant d'annoncer que le 25e roi reviendra dans le monde visible pour chasser les peuples barbares et instaurer une âge d'or sur Terre. D'où vient de vue mythologique la quête de Shambhala pour les bouddhistes est souvent assimilée à la quête spirituelle du Graal chez les chrétiens, comme l'explique Elisabeth Martens dans l'histoire du bouddhiste tibétain, La compassion des puissants. La similitude entre les deux mythes, celui de Shambhala et celui du Graal, est encore d'actualité. Si l'on en croit la tibétologue Claude Levenson, qui assimile ces deux voies, voici intérieurement au chemin qui se fait initiatique et débouche sur des interrogations où le temps rejoindre l'espace. Dans l'ouvrage Tibet, la roue du temps pratique de Mandala, NDR. De même que le royaume de Shambhala est associé à une guerre eschatologique. Oui, la mort, comme on est à la frontière de la mort, NDR. Et que tu meurs, mais tu reviens. C'est ça la NDR. Je crois que c'est ça, oui. Une guerre eschatologique pour que vivent en paix les défenseurs de la bonne doctrine. La quête du Graal n'est-elle pas aussi appliquée dans une guerre sainte à la gloire du Christ et de ses fidèles disciples? Jean-Louis Guébourg insiste également sur la dimension spirituelle de la légende. Ah, tout se tient, hein, Seigneur Jésus, hein. Tout se tient parfaitement. Ouais. Il est possible de déceler dans le mythe de Shambhala une allégorie du royaume parfait identifié au Tibet et entretenu par l'esprit occidental qui, depuis Marco Polo, en fait un royaume mythique peuplé de sages et de saints qui rétabliront la paix sur la terre entière dans quelques siècles. À l'ère du Verseau. À l'origine, sans lien de parenté, les mythes de l'Agartha et de Shambhala sont désormais repris et associés par les auteurs occidentaux, pour certains ésotéristes d'aujourd'hui. L'Agartha représente l'ensemble du monde souterrain où vivent les âmes pures et Shambhala devient sa capitale située sous le désert de Gobi. Le mythe contemporain nous enseigne que c'est à Shambhala, devenu centre névralgique de l'Agartha, que se réunit le Conseil des sages pour décider des actions à entreprendre pour diriger l'humanité vers plus de spiritualité. Cette confrérie se livre alors à de puissantes méditations afin de transmettre dans le monde terrestre des messages, des intuitions et des inspirations destinées aux êtres humains les plus réceptifs. Ah, s'il vous plaît. Rien, je fais un petit signe à mes amis, hein. Ils savent que je suis éveillé, donc depuis que je suis né, donc et que j'en ai gagné d'autres trucs après avoir fait ma vie ici, puis dans toutes les autres vies passées. Voilà. Symbole d'un monde originel et caché. Mythe vieux de plus de 10 siècles, le pays de Shambhala a sans aucun doute servi de référence à de nombreux auteurs d'Occident pour imaginer l'Agartha, légendaire allégorie d'un monde où la spiritualité triomphe de la matérialité. Voilà sans doute pourquoi les mondes souterrains d'Agartha et de Shambhala, couramment cités par les partisans de la Terre creuse, voient notre encadré spécial, provoque un engouement si considérable parmi nos contemporains. La Terre creuse, elle existe, hein, on le voit le trou, mais ils ont trafiqué les cartes, on le voit. J'avais une photo, on le voit le puits dans lequel on peut y aller. Là où cet aviateur est allé. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans l'Agartha. Dans une société de consommation qui engendre injustice et individualisme, le mythe d'un royaume parfait et harmonieux. Et ça se trouve où? Là où il y a les glaces, les gars. Là où ils ont mis les grosses glaces. Ouais, c'est là-bas. Dissimuler sous nos pieds participe au réenchantement du monde, un besoin nécessaire dans un siècle qui voit s'accentuer la crise des idéologies, la perte des valeurs et des repères et la fragilité de l'équilibre naturel. Se lancer à la quête de l'Agartha et de Shambhala, c'est participer à sa propre quête intérieure, recherche spirituelle et mystique que beaucoup d'observateurs qualifient de nouvelle religion. C'est pas une religion. Dans une perspective plus globale, il convient d'ajouter que ces royaumes intérieurs sont également l'expression d'une recherche plus instinctive encore, celle de centres cachés de nos origines primordiales. Nous citerons pour conclure le docteur, en littérature
comparé à Stéphane, qui résume parfaitement cette conception du mythe dans la poésie de l'extase et le pouvoir chamanique du langage. Le mythe de l'Agartha ou caverne cosmique, bah, ils parlent bien d'une caverne cosmique sous le Sphinx, hein, qui était le lion de Juda, hein, là où c'est qu'il y avait le temple de Yahweh. Il y a bien un truc, il y en a un, hein, il y a une caverne là-dessous, il y a une grosse caverne, c'est pas pour rien. Se retrouve dans toutes les cultures comme la véritable centre caché. À l'origine, le mot ciel en latin calum s'apparente au mot grec kaion ou quaion. Bon, K-O-Y avec 2 petits points sur le i et L-O-N. Donc je dirais kaion. Cave, le ciel cave est l'Agartha, cave mythique du monde, vrai ciel enterré, qu'il s'agisse du paradis central iranien de la cité de Luz des Hébreux, du mystère Salem, pays d'origine du prophète et sage biblique Melchisédek, de Talus au Mexique, de la mystérieuse Shambhala au Népal. Toutes les cités souterraines secrètes sont indiquées comme demeure centrale, site caché du roi du monde, du soleil. Magnifique. Appendice 1, le témoignage du comte de Montcharville. Dans Agartha, mythe ou réalité, Chétéoui, c'est H-E de T-E, puis oui, qui touche le E. Évoque l'histoire du comte Maurice de Montcharville qui aurait rédigé quelques mois avant sa mort le récit de sa visite dans l'Agartha en 1907, lieu secret qui lui aurait été dévoilé grâce à sa parfaite intégration chez les moines bouddhistes. Pendant plusieurs années qui dura sa mission à Lhasa, j'ai gagné la confiance et l'amitié de tous. Et alors j'ai appris ce que probablement aucun autre initié d'Occident n'a jamais connu. Lorsque je fus sur le point de partir, les moines m'emmenèrent par d'interminables escaliers creusés dans la montagne, dans une véritable ville souterraine située au-dessous des temples. Et là, on me fit entrevoir la collection des objets rapportés d'Atlantide avec la catastrophe. Parmi les objets primordiaux sauvés de la destruction de l'Atlantide, de mystérieuses machines dont la technologie inconnue permettait de donner aux salles souterraines une lumière et une atmosphère exactement semblable à celle de l'air libre. Tu vois, Madoumi? Appendice 2. L'exemple d'exploitation du mythe dans la littérature Shambhala et Shangri-La. C'est pour ça qu'il y avait des ampoules chez les Égyptiens. J'ai vu sur les murs, c'était dessiné. Des grosses ampoules géantes pour éclairer. Ils avaient des centrales électriques. Je l'ai dit dans d'autres vidéos. La cité imaginaire de Shangri-La, que l'on retrouve dans le roman Lost Horizon, Horizon perdu, écrite en 1933 par l'écrivain britannique James Hilton, s'est semble-t-il fortement inspiré du royaume légendaire de Shambhala. L'auteur situe en effet Shangri-La dans le massif de l'Himalaya. C'est au confins du Tibet que des rescapés d'un crash d'avion découvrent ce lieu fermé mais luxuriant, dans lequel les habitants vivent en parfaite harmonie sans guerre ni injustice. Subjugués par la force poétique du récit de nombreux rêveurs, on peut par la suite tenter de localiser la merveilleuse Shangri-La au Tibet, en Chine ou encore au Pakistan. Appendice 3. Monde souterrain, le mythe de la Terre creuse. C'est pas un mythe, c'est une grande vérité. Lorsque l'on évoque les légendes d'Agartha et Shambhala, il est nécessaire de prendre en considération son mythe associé, celui de la Terre creuse. La croyance est millénaire. L'écorce terrestre ne serait pas composée uniquement de matière solide et de robes magmatiques en fusion, mais comporterait aussi de vastes espaces et des océans rendant la vie possible. Ainsi, des populations entières vivraient discrètement sous nos pieds. Si le mythe de la Terre creuse remonte à l'Antiquité, il semble que ce soit l'astronome britannique Edmond Halley, 1656 et 1742, célèbre pour avoir déterminé la périodicité de la comète qui porte désormais son nom, qui relança la théorie. En 1692, il affirme en effet que notre planète est composée d'une coquille creuse d'environ 800 km d'épaisseur, puis de 2 coquilles concentriques
intérieur et d'un noyau central. Les coquilles seraient séparées par une atmosphère lumineuse qui, en s'échappant vers l'extérieur, provoquerait les aurores boréales. Bah oui, c'est ça. C'est pour ça que là-bas, il y a des aurores boréales, là-bas où il y a la glace. C'est magnifique. Et un soleil intérieur permettant à la vie de s'épanouir. Au 19e siècle, John Cleve Shymes, S-Y-M-M-E-S, 1779-1829, reprend cette hypothèse. En 1818, il présente le schéma d'une Terre constituée d'une coquille d'environ 1300 km d'épaisseur avec des couvertures d'environ de 2300 km au niveau des deux pôles et de 4 coquilles intérieures. Il envoie aux membres du Congrès américain, à des acteurs d'université et à quelques grands savants une lettre en ces termes. Au monde entier, je déclare que la Terre est creuse et habitable intérieurement. Elle contient plusieurs sphères solides concentriques placées l'une dans l'autre et elle est ouverte au pôle de 12 degrés à 16 degrés. Je m'engage à démontrer la réalité de ce que j'avance et je suis prêt à l'explorer l'intérieur de la Terre si le monde accepte de m'aider dans mon entreprise. Il a dit une grande vérité. C'est pour ça qu'ils effacent les photos là, qu'on les a. Il y a des photos qui existent. Ils veulent pas qu'on sache. C'est Dieu le patron, c'est pas eux. Hein, voilà, c'est Dieu qui nous a créé, quel patron. Bon, ça clignote encore, 31, et j'en ai pour 44-32. Je vais aller un petit peu moins avant que 44-32, comme ça il ne comprend pas ma vidéo en deux. Mais Sim meurt avant d'avoir pu entreprendre son voyage cependant. Ces recherches provoquent un formidable engouement populaire. C'est le début des premières expéditions vers les pôles Nord et Sud, où l'on espère trouver des gigantesques ouvertures conduisant à des royaumes souterrains et habités. Si les premiers explorateurs échouent à l'occasion, les premières d'entrée polaires menant au monde échouent à localiser les points d'entrée polaires menant au monde intérieur, les auteurs entretiennent la flamme du mythe qui soit ésotériste, convaincus comme Helena Blavatsky, 1831-1891, fondatrice de la théosophie, ou romancier inventif tel Jules Verne, 1828-1905, son ouvrage Voyage au centre de la Terre suscita d'ailleurs une forte fascination chez les grands publics, considéré par beaucoup comme une vision flirtant sans cesse avec la plausibilité scientifique. Jules Verne offre dans ses romans d'aventure la vision d'un fabuleux monde intérieur. Sous l'écorce terrestre se cache une terre aux paysages bigarrés et hauts en couleurs, peuplée de papillons et de champignons géants. Bah autrefois c'était comme ça sur la Terre, hein, tout était géant. De poissons orthropophages et de dinosaures. On y reprend que ce monde souterrain est éclairé par des réactions chimiques dans son atmosphère intérieure et qu'il est peuplé d'une multitude de créatures préhistoriques que l'on croyait disparues. C'est après avoir décodé un ancien parchemin runique qu'un savant et son neveu parviennent à accéder au royaume secret dont l'entrée est dissimulée sous un volcan irlandais. Islandais, pardon. Ce chef-d'œuvre, écrit en 1864, a fasciné des générations entières d'aventuriers persuadés que le génial romancier s'appuyait sur une base réelle pour établir la trame de son histoire fantastique. Les partisans de la théorie de la Terre creuse de l'époque ont d'ailleurs largement fait référence à l'ouvrage comme preuve de l'existence d'un monde souterrain. La légende d'une civilisation souterraine perdue au XXe siècle, relayée notamment en 1908 par The Smoky God de Willis Emerson, 1856-1918, étrange récit narrant la curieuse aventure d'Olaf Jansen. Ce marin norvégien en voyage vers la Grand Nord aurait pénétré par mégarde avec son bateau par l'entrée secrète du pôle menant au monde intérieur. Accueilli par des hommes blonds aux yeux bleus, mesurant plusieurs mètres de haut, Olaf aurait vécu 2 années entières dans l'incroyable ville souterraine, reliée entre elles par un système avancé de transport à haute vitesse. La capitale Shambhala serait semblable à un véritable jardin d'Éden, luxuriant et paisible, regroupant dans une somptueuse bibliothèque les textes sacrés des temps anciens. Cet étrange habitant seraient les survivants des civilisations antiques de l'Atlantide et de la Limurie. Citons aussi les récits étonnants de l'amiral Richard E. Beer, 1888-1957, qui aurait volé,
c'est de l'amiral Richard que je parlais dans mes vidéos avant, que je ne retrouvais pas le nom, qui aurait volé 2700 km au-delà du pôle Nord au cours d'une mission de reconnaissance en 1926, au bout de plusieurs heures en altitude. Il aurait survolé une terre inconnue, couverte de végétation luxuriante, des montagnes et des rivières et d'animaux géants gardés par des hommes. Ces deux histoires sont encore couramment citées par les participants de la théorie de la Terre creuse. Ce sont des vérités. Chacun croit ou croit pas. Moi, je crois parce que je suis connecté là-haut, là. Avec la propagation du mythe, de nouvelles rumeurs se sont répandues sur l'existence de nombreuses autres entrées secrètes que celles initialement indiquées au pôle Nord et Sud. On parle particulièrement du point d'accès vers des mondes intérieurs dans le désert de Gobi, Mongolie, sous la pyramide de Khéops. Bah, j'en ai parlé il y a 2 minutes, là, je le dis. Voilà. Ou sous la patte droite du sphinx. C'est pas un sphinx, mais c'est pas grave. Égypte, au cœur du pic de Bugarache. Ah bah oui, Bugarache en fait partie. France, derrière les chutes d'Iguaçu, au Brésil. Ou encore dans le parc national de Mammoth, M-A-M-M-O-T-H, Gave, au Kentucky, aux États-Unis. Et dans la grotte de la Sibylle de Cumes, près de Naples, Italie. La légende raconte que cette mystérieuse porte d'accès ne sont visibles que pour les seuls initiés. Certaines de ces entrées ne resteraient ouvertes que pour un temps seulement. Paradoxalement, on aurait pu penser que le mythe de la Terre creuse se serait progressivement évanoui avec les progrès de la géologie moderne et les précisions cliniques des prises de vue satellites. Il n'en est rien. Un partisan de cette théorie ne manque ni d'imagination ni d'arguments scientifiques ésotériques pour expliquer comment d'hypothétiques mondes souterrains parviennent à rester invisibles sans se faire démasquer par la technologie contemporaine. Certains estiment par exemple que les passages menant au royaume enfoui sont protégés par une sorte de blindage magnétique qui brouille les radars et les satellites. D'autres pensent que ces entrées demeureront à tout jamais invisibles aux profanes. Non, si on a l'ouverture d'esprit, eh bien voilà. J'arrête ici. Hyperboréen, le peuple primordial, bah ça je l'ai lu, hein, le Grand Nord, je l'ai lu déjà. Donc j'ai lu tout le livre. Voilà, je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Et puis mon rabbi, bah bonne lecture, hein, comme tu vas recevoir, comme je vais t'envoyer la vidéo, voilà. Madonmi, tu peux copier mes vidéos, hein, tu peux les garder pour toi si tu veux aussi, hein, c'est libre, tu peux faire, hein, il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis pour les incultes, bah, les incultes, hein, je m'en fous, hein, vas-y. Hein. Ouais. Qui me traitent de démon, qui me traitent de... Enfin bref, voilà. Allez-y. Vous êtes déjà fini avant même d'avoir eu commencé. Vous n'étiez même pas sorti du pénis de votre père que vous étiez déjà fini. Hein. Puis du ventre de votre mère. Vas-y. Ça doit être héréditaire dans votre famille, je sais pas. Enfin, les PN, souvent ils deviennent PN parce qu'ils ont été malmenés par les parents, mais les parents ils ont été PN aussi, mais enfin bon, je vais pas... Hein. Je veux bien qu'on peut avoir de la compassion pour les gens, mais il y en a qui restent dans leur connerie, bon bah volontairement, hein, ils ont choisi. D'autres font des efforts, il y en a certains qui font des efforts pour s'en sortir, mais vous êtes déjà cuit. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Comme si j'ai que ça à foutre, aller enlever des trucs... Enfin bref. Dominique, ferme ta bouche parce qu'ils vont dire « Ah, on te casse les couilles avec ceci, avec cela. Bah attends, on va t'en mettre encore une couche. » Oui, oh. Vous êtes fatigué avant moi, je vous le dis. Ouais, parce que je vais faire ce qu'il faut, vous inquiétez pas. Je vais demander l'accord de là-haut, et puis si on me donne le feu vert, eh ben je vais faire ce que je dois faire. Vous inquiétez pas. Mes 12 archanges là-haut, et puis le père, et puis le fils, ils vont m'aider. Voilà, j'ai demandé une requête, et puis je vais la recevoir, et puis je vais faire ce que j'ai à faire. Voilà. On va voir. Voilà, j'ai terminé. Oui, j'ai encore quelques minutes devant moi. Audrey du 34, merci de t'être abonné à ma chaîne. Je pense que je t'ai déjà dit. Mais je le redis, hein, parce que, voilà, avec la fatigue, à un moment donné, on ne sait plus. Hein, voilà. Alors. Voilà. C'est dans les vidéos de Torah, Yeshua, Jésus, qu'il y avait la photo de la terre ouverte. On la voyait, le passage, on le voyait.
Et moi, cette photo-là, je l'avais récupérée dans d'autres vidéos. Mais comme elle est partie de YouTube, tout ça, elle a enlevé pas mal de vidéos de YouTube, donc j'ai plus accès. Sûrement que YouTube y a supprimé cela parce qu'on voyait la vérité. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai pas pu récupérer la vidéo. Et comme j'ai perdu mon téléphone, de mon téléphone, j'ai tout ça sur des cartes, mais sur lesquelles cartes, voilà, j'ai pas pu tenir ma promesse de la donner à une certaine dame que j'avais promis. Donc, je peux pas tenir ma parole puisque j'ai plus les photos. J'en suis navrée, hein, mais voilà, il y a des moments où c'est qu'on fait des promesses, on ne peut pas les tenir à cause des imbéciles qu'ils veulent pas qu'on sache la vérité. Voilà. Hein? Voilà, c'est pas de ma faute. Voilà. Bon, bah 40 minutes, bah j'arrête ici. Hein. Il reste 4 minutes, mais j'ai pas envie qu'on m'enlève 10 minutes sur ma vidéo pour que ça fasse debout. Voilà, j'arrête ici. Allez.